Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te partager un petit vlog, lecture, petite aventure de vacances sans aucune prétention, avec un son très variable parce que je n'ai pas eu envie de m'embêter avec l'étalonnage du son. C'est un vlog de lecture thématique puisqu'il correspond à la lecture commune du mois de mai sur le Discord qui était les Weird Women Writing Weird Stuff. Et que du coup j'ai embarqué plusieurs livres de la sélection pour les lire. J'ai pendant mes vacances également lu le livre du mois, Son corps et autres célébrations, mais je me le garde pour un peu plus tard dans le mois puisqu'on en reparlera sur Twitch, parce que oui, je suis sur Twitch, ça y est, et il y a donc un rendez-vous fixe tous les vendredis après-midi pour faire un Read With Me blabla. Un rendez-vous très simple, sans prise de tête, voilà le principe du Read With Me, une petite session blabla, une session de 30 minutes de lecture, on discute, on relit et compagnie. Et il y a un deuxième rendez-vous fixe qui lui est lié au club de lecture. Et ça c'est un dimanche sur deux, donc le dimanche matin à 10 h, pour discuter du club, pour faire les reviews des lectures communes, annoncer les thématiques du mois d'après. T'as compris le principe. Je te laisse avec le blog et je te souhaite une très bonne vidéo. Bonjour Internet, on est le dimanche 28 avril et cette nuit a été très mouvementée puisque c'est toujours un peu stressant pour petit chien de changer d'environnement. Donc ça m'a permis de super lire puisque je suis réveillée depuis 4 h du matin. J'ai beaucoup avancé dans Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez. Oh là là, les nouvelles sont vraiment très bien. J'ai adoré la nouvelle Toile d'araignée. En fait, je sais pas te dire, mais en quelques pages et de façon ultra subtile, Mariana Enriquez, elle arrive à te poser des problèmes de société qui sont très intenses, sans résolution, quasi sans résolution. C'était très puissant. Donc là, l'objectif ce matin, ça va être balade, course, avant midi, ça serait bien. Et puis ensuite, on va aller voir la mer. Oui! Bonsoir, on est dimanche 28 avril, il est présentement quelque chose comme 19 h. On est allé à la mer, c'était fabuleux. Même si Freya n'est pas très à l'aise encore, hein. J'espère que la prochaine fois elle sera un petit peu plus contente d'avoir les pattes trempées. Et moi aujourd'hui j'ai fini Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez. Et c'était extrêmement bien. Ça m'a beaucoup plu. Elle a... Alors, moi j'avais tenté de lire Notre part de nuit, qui est un énorme pavé que Mariana Enriquez a écrit. Et il m'est tombé des mains très rapidement. J'ai pas du tout apprécié ni le style que j'ai trouvé un peu lourd, ni la manière d'aborder certaines thématiques. En gros, j'ai pas trop aimé, donc je l'ai abandonné. Mais j'avais quand même envie de retester Mariana Enriquez. Et comme c'est le mois dans le club de lecture où on a choisi Weird Women Writing Weird Stuff, ben, je me suis replongée dans ces nouvelles et j'ai bien fait parce que là, c'était bien meilleur. J'ai beaucoup apprécié la manière dont Mariana Enriquez arrive à utiliser le fantastique ou le folklore pour
illustrer des réalités sociales qui sont très dures. Et donc elle se sert de l'imaginaire, horrifique, hein. Donc que ça soit des vieilles croyances ou des hallucinations. En fait, c'est pour ça que c'est du fantastique, c'est qu'on ne sait jamais vraiment si c'est de la croyance ou si c'est parce que le personnage est sous l'effet d'un stupéfiant quelconque. Parce qu'il est beaucoup question de drogue dans ces nouvelles-là. Et en fait, elle s'en sert pour, je peux pas dire sublimer, mais en tout cas pour souligner une réalité sociale qui est extrêmement difficile, qui est bien évidemment très injuste, avec, donc, en tout cas à Buenos Aires, une situation sociale qui est de l'ordre de la caste, avec, comme vous le savez sans doute, la situation des bidonvilles qui est terrible. Et c'est toujours très subtil parce que c'est à la fois récréatif, dans le sens où c'est des nouvelles horrifiques, du coup ça fait peur. Je pense notamment à la maison d'Adela, qui est terrible, terrifiante, mais c'est aussi extrêmement critique sur du coup toute la société et la manière dont elle ne gère pas certaines situations. Je pense notamment aux enfants des rues qui sont très nombreusement illustrés dans les nouvelles et qui vivent l'enfer, hein, c'est quand même très compliqué. Donc c'est à la fois divertissant et politiquement extrêmement engagé, tout en étant un exercice de style assez incroyable. Donc vraiment ça m'a beaucoup plu. Je pense que je lirai son autre essai qui s'appelle Des dangers de fumer au lit, son autre recueil de nouvelles, pardon, qui s'appelle Des dangers de fumer au lit, il me semble. J'ai très envie de le lire. Pour l'heure, je retiendrai la dernière nouvelle qui a donné son nom au recueil, ce que nous avons perdu dans le feu, qui était fabuleuse. J'ai beaucoup aimé La toile d'araignée également, très engagée. Et il y a quelque chose aussi dans les nouvelles de Mariana Enriquez là, qui revenait très souvent. Donc je vous ai parlé d'une dénonciation politique, mais il y a aussi un éclatement du noyau intime dans les nouvelles de Mariana Enriquez, notamment en ce qui concerne la question du couple et du couple qui a vécu. Souvent, ces héroïnes de nouvelles sont engluées dans un couple qui ne leur plaît pas, avec un homme qu'elles finissent par mépriser, qui les maltraite, hein. Il y a plusieurs des héroïnes qui... Pardon, c'est un coffre de voiture, ça n'est pas frayant. Plusieurs des héroïnes sont psychologiquement très atteintes par leur mari, et la manière dont elle introduit le mystère, la non-résolution, le non-dit est très malin, parce que est très maligne la manière dont elle le fait. Le fait que l'intime soit autant décortiqué, mais avec des mots très simples, et elle en fait pas des caisses, et t'as l'impression que c'est très facile à écrire ce genre de petites phrases et ces mises en scène là, mais c'est pas du tout facile, et elle le fait avec brio. En tout cas, c'est à la fois très agréable à lire et un exercice de style assez impressionnant. Voilà de ce que j'en ai pensé pour l'instant. Je pense qu'en rentrant de vacances, je re-regarderai ce que je viens de te dire et je verrai si j'ai des choses à ajouter. Mais en attendant, ça, c'était de la bombe. Bonjour Internet, nous sommes le lundi 29 avril, il est un peu moins de 8 h du matin, mais même en camping, hein, quand t'as un chien, faut se lever. J'ai commencé ça hier soir, Sex Talk, conversation entre amis de Stéphanie Estournay et Olympe de G. J'ai lu un tiers et je suis absolument pas convaincue. Je pense que je ne suis tout simplement pas la cible. C'est censé être un bouquin qui aborde, qui fait un grand tour de la question du féminisme, qui aborde toutes les thématiques d'un point de vue très intime et individuel, donc en discourant entre deux interlocutrices, en l'occurrence les autrices. Et ça a été présenté comme étant une discussion, des interrogations, une exploration entourée des meilleurs spécialistes pour attaquer les stéréotypes. Je vais attendre de l'avoir fini avant de me braquer, mais pour l'instant c'est quand même
deux femmes qui ont la cinquantaine et qui sont blanches, bourgeoises, cisgenres, hétéros, et qui causent quoi. Et bah, y a rien de révolutionnaire, et surtout j'ai l'impression d'écouter le féminisme des années 2000. En gros, j'ai cru que j'allais abandonner en moins de 10 pages parce que les 30 premières pages c'était Simone de Beauvoir et Virginie Despentes. Je pense que depuis 2010, il y a d'autres ouvrages à citer, à étudier, et surtout, quand on cite quelqu'un, en l'occurrence Simone de Beauvoir, ça serait bien de la remettre dans son contexte. Parce que Simone de Beauvoir, elle est effectivement, si tu veux étudier toutes les vagues du féminisme, la première, la deuxième, la troisième, c'est très très bien, il faut le faire. Mais remets-les toujours dans leur contexte. Et surtout peut-être, disclaim, un petit peu, fais des disclaimers. Simone de Beauvoir, il suffit de se renseigner un tout petit peu pour savoir que c'était une bonne prédatrice sexuelle. Donc fonder toute l'introduction du bouquin sur le fait que ça ait été une des héroïnes du féminisme, oui, sans la remettre en contexte, bon. Je vais continuer un petit peu ça ce matin, mais je suis pas convaincue par le discours qui est quand même très très... Alors c'est bien de faire quelque chose de général et de vouloir survoler toutes les thématiques, mais si c'est fait avec autant de généralité à chaque fois, c'est pas très productif. En attendant, on est lundi matin, je me suis fait... Et tu vas comprendre pourquoi, c'est une blague en fait. Un petit thé au matcha, qui est bouillant mais très très bon. Puisqu'il fait présentement 12 degrés, c'est très bien. 12 degrés un 29 avril. Et je vais donc attaquer un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, qui est une autrice que j'avais beaucoup aimée dans la bibliothèque des rêves secrets, qu'on avait lu en lecture commune sur le Discord, et que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est arrivée à une période de ma vie où j'avais besoin de douceur et de calme et de bienveillance, et c'était exactement ça dont il était question. Et je suppose, sans prendre trop de risques, qu'un lundi parfum matcha, ça va être également le cas. Et je suis en vacances, j'ai également besoin de douceur, de bienveillance et de gentillesse. Donc c'est parfait. Allez, j'attends. Bonsoir Internet. Du coup, on est toujours lundi 29, nous sommes le soir. Je reviens d'une journée très chargée, on a fait beaucoup de plages, c'était très sympa. Et moi, j'ai fini Sextalk. Je suis très mitigée. Je reste sur ce que je pensais ce matin, à savoir que la forme est très maladroite. Il n'y a pas grand chose qui me plaît dans cette simulation de conversation, parce que il est difficile d'envisager que ce soit les propos exacts qui étaient tenus entre les deux autrices. Je comprends la volonté d'en faire un ouvrage très léger sur le ton de la conversation. Malheureusement avec moi, ça l'a pas fait du tout en termes de forme. J'ai trouvé ça bien trop maladroit, et surtout en termes d'exposition de pensée féministe ou militante, peu importe, très maladroit et un petit peu un peu vexant, un poil vexant, parce que j'ai eu à plusieurs reprises l'impression qu'on me parlait comme à quelqu'un d'un peu simple et d'un peu bête. Si avec ça, bon, le truc c'est que j'ai l'impression d'avoir lu, je te parle, il y a une chose positive bien sûr, à laquelle j'ai vraiment de laquelle j'ai vraiment envie de te parler, mais en dehors de ça, sur les 2/3 du bouquin, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait un album collector Panini ou un bingo de tous les points qu'il fallait aborder quand on parle de féminisme dans une société occidentale, quand on est une femme blanche, cisgenre, hétéro, bourgeoise. C'était maladroit. D'autant que je pense vraiment que c'est juste une question de forme, parce que même si je suis un peu sévère sur leur point de vue, qui manque quelquefois d'ouverture, parce que les problématiques
des autrices ne sont évidemment pas celles, par exemple, des jeunes filles de mon quartier. Hein. Mais il n'empêche que ce sont des femmes qui savent de quoi elles parlent. C'est simplement qu'elles n'ont pas su l'écrire. Voilà, je pense très honnêtement qu'elles n'ont pas su l'écrire et que l'exercice de vulgarisation est malheureusement, à mes yeux, raté. Une autre chose qui m'a gênée, mais ça je pense que c'est lié au choix du format, à savoir la conversation un peu badine qui se transforme en pérégrination, quelquefois en rêverie, voire en journal intime, c'est que c'est pas très sérieux dans l'analyse des sources. Il y a énormément de ressources qui sont citées, mais elles le sont un peu en name dropping, tu vois. C'est-à-dire que les noms et les titres, les œuvres sont listés, recommandés, conseillés, mais pas analysés, pas expliqués. C'est on va te parler pendant 20 pages de la question des injonctions à la féminité, d'un point de vue très intime, un peu badin. Puis en fin de chapitre, on va te citer d'autres ouvrages qui te permettront d'explorer la thématique. Ça part d'un bon sentiment. Maintenant, qu'est-ce qui m'encourage à lire ces ouvrages-là? Parle-moi du thème principal. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'approche de cette personne par rapport à ce que tu viens de me dire sur toi? Voilà, donc c'est pour ça que je te parle de name dropping, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si les propos légers du chapitre étaient finalement validés comme des pensées extrêmes, parce qu'il y a des ressources qui sont données après. Il y a une chose qui m'a aussi un peu... c'est dommage que ça n'ait pas été plus abordé par les autrices, c'est la question de la sexualité. On parle quand même d'un bouquin qui parle de sexe pendant plusieurs centaines de pages, et on oublie d'aborder la question du non-désir, de la sexualité, en tout cas de questionner le désir dans sa présence ou dans son absence, dans sa variation, dans son intangibilité. Et c'est bien dommage, et le mot asexuel, même pas asexualité, le mot asexuel n'apparaît qu'une seule fois en fin d'ouvrage, alors que dans la bibliographie et dans la liste très longue d'ouvrages, de livres, de BD, de films ou de podcasts conseillés, il y en a. C'est pour ça que je te disais l'impression d'avoir un peu affaire à un bingo ou à une panini, ou même d'avoir affaire à du name dropping, c'est que finalement dans le bouquin, dans le propos des autrices, ça n'est pas abordé, ce qui est bien dommage, mais elles doivent connaître le sujet, elles doivent savoir de quoi elles parlent, c'est sûr qu'elles le savent. Donc c'est dommage que ça n'ait pas été abordé. Voilà, je te laisse avec la suite. À partir du moment où en fait les autrices parlent de ce qu'elles maîtrisent, c'est-à-dire la pornographie féministe, parce que c'est leur métier à la base, leur cœur de métier est très intéressant. Elles parlent de cette pornographie-là, donc la pornographie féministe inclusive, militante. Alors là, dès qu'elles en parlent, c'est passionnant. Et puis surtout les ressources, qu'elles soient militantes ou artistiques, les ressources qu'elles recommandent sont très intéressantes. À partir du moment où elles vont te parler de performeurs, de sexualité en fait, hein, qu'elles soient pornographiques ou d'autosexualité, de self-care, de self-love, peu importe les mots qu'elles emploient, là ça devient très intéressant. Et c'est à ce moment-là que le bouquin m'a appris des choses, notamment en termes de ressources. Et le débat autour de la pornographie, est-ce qu'elle peut être féministe, est-ce qu'il en faut une, l'état actuel de ce qui est proposé sur le marché, les conditions des performeurs et des acteurs, actrices, là oui, là ça devient intéressant. Donc pour le coup, j'ai fini par le dévorer, puisque ça traitait d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, donc là au moins, c'était cool, j'apprenais des trucs. Toute la critique évidemment de ce qui est déjà disponible en ligne, de ce qui est gratuitement accessible au grand public et qui n'est absolument pas féministe, bien au contraire. C'était très intéressant la manière dont c'était déconstruit. J'ai appris plein de choses sur les violences qui peuvent être faites aux performeurs, acteurs et actrices de cette scène-là. Et justement comment soutenir une production éthique et pourquoi est-ce qu'elle est importante. Ça vraiment, cette partie-là qui dure même pas 100 pages, qui est beaucoup trop courte, c'était passionnant. Et c'est le cœur de métier des autrices, puisqu'elles sont créatrices, autrices, performeurs de pornographie féministe. Donc là, c'était intéressant. Tout le reste, c'était très malvenu.
Tu vois, la quatrième de couverture nous l'annonce, hein, cela dit, que les autrices abordent chaque sujet avec une simplicité qui fait du bien et une liberté de ton jubilatoire. Peut-être que c'est moi le problème. C'est même fort probable. Ça arrive. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais en revanche, ça ne veut pas dire, loin de là, que je dénigre les autrices et que je n'ai pas un immense respect pour leur travail. Prendre la parole, s'exposer autant qu'elles le font sur une thématique très importante, encore extrêmement touchy, c'est vraiment très admirable. C'est courageux, même encore aujourd'hui. Ce sont des autrices qui sont quand même, j'imagine, régulièrement assaillies de haine. Donc c'est pas du tout de l'eau que je veux apporter à ce moulin-là. J'explique juste que le bouquin n'a pas fonctionné pour moi, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces deux femmes, pour le travail qu'elles font, que je découvre hein, d'ailleurs, parce que je n'avais jamais lu ni l'une ni l'autre. En tout cas, je vais m'intéresser à leur sujet qui me plaît, ce qui m'a vraiment plu dans le bouquin, plutôt que le reste qui était, bon, je te le dis, trop léger pour moi. Est-ce que je te le recommanderais nécessairement? Pas forcément, sauf si tu t'intéresses à cette question-là, c'est-à-dire la question de la pornographie féministe. Je me rends compte que je ne t'ai pas donné mon avis sur deux autres romans que j'ai lus pendant mes vacances. Je vais donc me permettre de finir ce vlog à la maison. J'ai également lu donc Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama aux éditions Nami. A priori, pendant mes vacances, j'ai pas senti le besoin de revenir dessus parce que c'était très sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une histoire, on va dire, de dominos à l'envers, de sauts de puce entre certains personnages, de Tokyo à Kyoto, et entremêlés de petites réflexions philosophiques sur le sens de la vie, puisque ce qu'aime faire Michiko Aoyama, c'est de créer des personnages qui sont en quête de sens, en quête de quelque chose, en tout cas, qui se posent des questions sur eux-mêmes, sur le sens de la vie, sur la signification qu'ils peuvent donner à leur travail, enfin, voilà, on va dire des interrogations dénué de politique. C'est très très doux, très très calme. C'était ce qu'il me fallait pour mes vacances. Voilà pourquoi je ne suis pas revenue dessus pendant le camping, parce que j'ai pas grand chose à en dire. C'était sympathique, c'était parfait pour l'occasion. Et puis figure-toi que c'est particulièrement addictif et je suis très surprise. Je suis la première surprise, mais j'ai envie d'y retourner. Ça sera une des autrices que je garderai dans un coin de ma tête quand j'aurai vraiment besoin de m'évader, de respirer, tu vois, une fois que tu as lu un truc très dur et que tu te dis, allez, faut que je retourne dans l'arène, donc je vais repartir sur un bouquin valeur sûre de douceur, et bien Michiko Aoyama, ça le fait. Et je trouve qu'avec matcha, ça match vachement bien, parce que le matcha, c'est quelque chose que tu peux savourer sans en connaître vraiment toutes les subtilités, mais tu peux aussi en apprécier la profondeur de goût. Bah, ça résume bien, c'est exactement ça. Voilà.
Et le dernier livre dont je ne t'ai pas encore parlé, c'est parce que en fait je ne l'avais pas fini et je viens de le terminer. C'était Zizi Cabane de Bérengère Cournut que j'ai lu donc pendant mes vacances et avec vous sur Twitch. D'ailleurs c'était super sympa et je l'ai beaucoup aimé. Alors je savais que ça me plairait parce que Bérengère Cournut c'est une de mes autrices favorites. J'ai vraiment beaucoup aimé de Pierre Edos. C'était le 3e que je lisais d'elle. Son tout premier Nez contente à Oraibi avait été une vraie rencontre. C'était la première fois que je lisais un texte écrit sur des natifs américains par une personne qui n'est pas concernée mais qui était fait avec beaucoup de délicatesse, de justesse. Pas comme tu vois Jim Fergus que j'aime pas du tout. Là non, vraiment il y avait une volonté d'anthropologie et de poésie dans la croyance et la spiritualité qu'elle développait. Pareil de Pierre Edos, c'est d'une grande délicatesse. Et alors dans Zizi Cabane, elle fait une sorte de virage parce qu'elle ne parle plus du tout d'une culture entière. Elle revient, elle zoome en fait sur un noyau familial qui éclate au moment de la disparition de la mère. Disparition métaphorique parce qu'en fait on ne sait pas si elle est décédée, si... Le texte nous dit qu'elle s'est transformée en eau puisqu'on a son point de vue, elle continue à parler en tant que narratrice, mais on va surtout s'intéresser aux 3 enfants, au mari et aux personnages qui vont arriver après, et à la manière dont ils vont se soigner de ce deuil. C'est passionnant, rempli de délicatesse, c'est lumineux, il y a un aspect fable, il y a du fantastique, il y a des rêves, il y a des personnages qui sont extrêmement bien léchés, qui sont d'une grande crédibilité. Vraiment la petite Zizi Cabane elle est formidable, le béguin aussi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un ouvrage où à mi-parcours, je vous préviens, à mi-parcours on s'ennuie. Voilà, ça a été mon cas, heureusement que je l'ai lu avec vous. Parce que sinon peut-être que je l'aurais même abandonné, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un ouvrage qui est atypique comme tout ce que fait Bérengère Cournut. Et au-delà même de la question du deuil, on se retrouve aussi avec la question du devenir de cette famille. Et on se retrouve donc à suivre ces 3 enfants, le frère aîné, le Benjamin et la cadette, Zizi Cabane donc, qui avec leur père vont continuer à habiter la maison familiale à la campagne, malgré le fait qu'elle soit, on ne sait pas d'où vient cette source, mais donc cette maison va être inondée d'une source intarissable, dont le texte nous dit que c'est la mer. La mer va continuer à parler en tant que narratrice à travers des poèmes. Tout le récit est constitué de différents points de vue, que ce soit la petite Zizi Cabane ou bien les deux autres frères, même le père, à travers soit des lettres, soit carrément de l'introspection. Hein. Et alors c'est d'une très grande intelligence parce que le style s'adapte. On ne sait jamais précisément qui parle avant 1 ou 2 paragraphes, donc c'est à nous d'être complices du texte et c'est ce qui en fait une lecture vraiment très intéressante que j'ai beaucoup appréciée. C'est justement cette place qui est faite au lecteur et à la lectrice, à nous de projeter aussi notre sens, que ce soit dans la métaphore ou dans le parcours des personnages, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il mélange fable, folklore, angoisse avec cette eau qui monte, cette eau qui coule tout le temps. Est-ce que c'est une allégorie des larmes? Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce que c'est... Il y a plein de questions. En fait, on peut projeter le sens qu'on veut dans cette métaphore, et je trouve ça du coup très subtil et très beau. Ça, c'était une très bonne lecture. Voilà, je suis très contente de l'avoir faite, et je t'en parle pas plus que ça parce qu'il vaut mieux que tu découvres tout par toi-même. Mais vraiment, c'était topissime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, c'était vraiment pour marquer le coup parce que c'était la première fois qu'on allait à la mer avec la chienne et ça m'a fait un immense bien. Et en ce qui me concerne, je te retrouve donc vendredi prochain sur Twitch à 16h30 jusqu'à 18h30, 19h. Et je te retrouve surtout dimanche 26 mai à 10h sur Twitch
pour discuter des lectures du mois sur la thématique des Word Women Writing Word Stuff. Et j'en profiterai pour te présenter la sélection que j'aurai faite pour le mois de juin sur le club qui tourne autour des auteuristes trans. Et comme ça, on pourra lancer le vote pour la lecture commune du mois de juin. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur le Discord qui est disponible en barre d'infos. Comme ça, tu pourras suivre tous les événements du club de lecture. En attendant, je te laisse bouquiner et moi, je retourne lire. Ciao!